Sur Instagram, une fois, j'ai vu passer une vidéo d'un horloger qui avait plus de bras, travaillait avec ses pieds, qui nous a fusillé le fond de boîte pour rester poli. Est-ce que l'horlogerie, c'est un métier qui est fait pour tout le monde? Oui et non. Bonjour Victor, tu es horloger maintenant depuis quelques années. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es horloger et quel est ton parcours? Raconte-nous un petit peu. Bonjour Mathis. Alors, moi je suis horloger dans la maison Beignet Mon Horloger, donc je suis le chef d'atelier. D'accord, ok. Donc j'ai 25 ans, je suis horloger depuis, concrètement on peut dire que je commence à faire vraiment de l'horlogerie plus professionnelle depuis l'âge de peut-être 17 ans à peu près, mais avant, depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à jouer entre guillemets avec les pendules des comptoises, puis les pendules de Paris, les pendules d'officier, etc. Et jusqu'à commencer à pouvoir être complètement autonome. Donc au niveau de mon parcours, j'ai fait le parcours scolaire habituel, le bac, etc. Et puis en France. Et puis après, je suis parti en Italie dans une école qui a été fondée par un des amis de la famille. Donc je suis parti quelques temps en Italie pour faire cette école-là. C'est une école générale d'horlogerie où on va commencer vraiment du tout début pour apprendre les bases, pour aller de manière un petit peu plus poussée sur les révisions, spécialisées surtout sur en fait les Rolex, puisque la personne qui l'a fondée travaille de nombreuses années chez Rolex. Donc ça nous permet d'apprendre plein de choses à ce niveau-là, et toute une rigueur, etc. Donc étant donné qu'il a fait la même école que mon père, le directeur, c'est le directeur qui faisait les cours d'horlogerie, c'est une petite école en comité restreint, donc il avait vraiment le temps de se concentrer sur chacune des personnes. C'est parfois quasiment des cours particuliers, donc c'est vachement intéressant. Et donc du coup dans cette école qu'ils ont fait en Suisse avec mon père, il y avait beaucoup de rigueur, d'après ce qu'il me racontait, c'était assez difficile. Donc j'ai pu avoir la chance d'avoir du coup ce côté-là de l'enseignement, plus le côté de l'enseignement, de l'expérience de la vie, en fait, de ce professeur-là, puisque il avait toute sa carrière, je crois qu'il avait 30 ans ou 40 ans de carrière. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse pour nous apprendre plein de choses. Donc c'était très intéressant. À la suite de ça, je suis revenu en France, du coup, j'ai retravaillé un petit peu ici, et puis après j'ai commencé une alternance à Morteau, en CAP en un an, puisqu'il y avait des concours intéressants comme le MAF. J'étais juste à la limite d'âge, mais après je l'ai commencé, et puis il y a eu le Covid, et j'ai dû reprendre l'atelier précipitamment juste après, et donc du coup, reprendre le rôle de chef d'atelier derrière mon père en fait. D'accord. Parce que c'est ma mère la gérante de l'entreprise, de toutes les boutiques Beignets, et c'était mon père le chef d'atelier. Donc du coup, j'ai dû reprendre précipitamment, donc on a oublié, et puis au boulot quoi. Ok, d'accord. Et on est là aujourd'hui. Plein de péripéties entre temps évidemment, mais on en est là. Donc on est aujourd'hui dans ton atelier. Explique-nous un peu ce que tu fais ici et donc les réparations, l'histoire de ce lieu, au niveau de l'équipement, où est-ce que tu en es et tout ça. Là on est dans l'atelier de la maison Beignet, donc du coup c'est l'atelier principal d'horlogerie où on fait tout ce qui est les montres et les horloges. Donc du coup quand je l'ai repris, là il y a eu pas mal de boulot en vrai parce que mon père travaillait à l'ancienne, comme tous les horlogers, comme beaucoup, pas tous, mais comme beaucoup d'horlogers de sa génération, beaucoup de choses à revoir, à moderniser, etc. pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes, tout simplement, des nouvelles montres, des nouvelles innovations, etc. Donc on s'est bien équipé, il y a eu beaucoup de boulot. Mais maintenant on est autonome. Donc ici à l'atelier, on pourra peut-être montrer après, il y a toute la partie pendulerie, contrôle de pendule pour les grosses pendules. Juste derrière, on a la partie contrôle des pendules un peu plus petites, pendule d'officier, pendule Paris, pendule cheminée à poser, etc. Là, les trois, je crois qu'on les voit sur le plan, les trois ateliers, les établis, pardon. Donc le mien directement, et puis deux établis. Un établi aussi de montres principalement mécaniques, on peut faire autre chose dessus évidemment, mais il est plutôt axé mécanique, puisqu'il y a aussi un time grapher là-bas, avec le matériel qui est rangé en dessous. Et puis là-bas, un établi de quick service. Quick service, j'entends pile, verre, aiguillage, remplacement de mouvement à quartz, les etc. petites réparations. Et voilà, les petites réparations classiques, quoi. Ok. Voilà pour l'atelier, on est situé dans le centre de la ville de Nîmes. Donc la boutique est l'une des boutiques est dans l'Écusson, la deuxième aussi. Et puis l'atelier, il est un petit peu plus tranquille dans des rues un peu plus recluses pour éviter d'avoir à se lever toute la journée, parce que sinon on ne travaillerait pas. C'est sûr. Ok. Un peu de concentration dans ce métier, il paraît. Il paraît. Petite question donc qui pourrait intéresser les gens qui sont intéressés par l'horlogerie. Est-ce que tu préfères plutôt faire des pendules ou des montres? Je sais que c'est deux choses différentes. Mais... Ouais, alors honnêtement, moi, si je faisais que des montres, je m'ennuierais. Si je faisais que des pendules, je m'ennuierais. Okay. Mais même si on va pousser plus loin, en tant que pendule et en tant que montre, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment la diversité. Un jour de la semaine, je vais travailler sur une Rolex
très très cher, où il n'y a pas beaucoup de travail. Et puis après, juste après, je vais travailler sur une petite montre vintage qui a beaucoup moins de valeur, mais sur laquelle il y aura plus de travail. On va Ok, d'accord. attaquer l'achevage, plein d'autres choses, je sais pas, des restaurations de pivots, que sais-je, plein de choses. Vraiment, je peux prendre autant de plaisir sur les deux. Je dis pas qu'il y a des Rolex où on fait moins de travail. Oui, bien sûr. Après, je prends Rolex comme exemple parce que c'est celui qui parlera au plus de monde, voilà. Mais il y a plein d'autres marques sur lesquelles on travaille. Mais j'arriverai pas à choisir. Honnêtement, je pourrais pas. Ok. Il y a des semaines où où je suis débordé de travail en montre et je fais que des montres. À la fin de la semaine, ça me fait quand même vachement du bien de repasser sur de la pendule. C'est vraiment deux jobs différents. Et en vrai, il y a même des horlogers qui ne font que des montres et puis des horlogers qui font que des pendules. On les appelle les penduliers. Moi, je peux pas. Vraiment, depuis que je suis petit, je fais les deux. J'ai toujours fait les deux et je ferai toute ma vie les deux. Ok, d'accord. J'aimerais bien pouvoir donner. Je sais qu'il y a beaucoup d'horlogers qui préfèrent les montres, ça je sais. Surtout de mon âge et de ma génération. Plein d'horlogers refusent de faire les pendules ou leur en faut un peu. Pontoise, pendule de Paris, pendule d'officier. Et c'est tout. Ils font pas trop comme les carillons, etc. Mais en vrai, je pourrais pas m'en passer. Ok, d'accord. Mais après, en horlogerie, il faut savoir aussi qu'il y a toute une part d'usinage. C'est-à-dire que le métier d'horloger, c'est pas juste prendre une montre, la nettoyer, changer le ressort et remonter. Oui, bien sûr. Oui. Il y a toute une part de fabrication et c'est ça qui est intéressant. Sur les montres vintage ou modernes, on fera pas le même travail. Sur les pendules, c'est pareil, on va pouvoir faire diversifier la Ouais, quantité c'est de différent. travail. C'est ça, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait jamais la même chose. Prendre un gousset avec un cadran abîmé, on va refaire une émaille à froid dessus, ou alors on va refaire un cadran sur une Omega, on enlève les index, on enlève la peinture, on refait le cadran de A à Z. Enfin, il y a tellement de diversité qu'on se régale tout le temps, quoi. On s'ennuie jamais, c'est sûr. Ah ouais, non, non, ça c'est sûr. Et puis avec la pression aussi, c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que il y a de la pression, c'est-à-dire que la montre, elle est vintage, il n'y a plus de pièces, il n'y a rien, il faut tout refaire, et il faut pas casser, il faut pas d'erreur. Ah oui, Contre-erreur, c'est cata, donc il faut apprendre à travailler avec la pression. bah, c'est ça qui est bien aussi, du coup. C'est le côté challenge, comme dans plein de métiers. Ok. Du coup, ça nous amène à la question, quelle est la différence entre les montres récentes et les montres vintage en termes de réparation, de restauration? Alors, je vais généraliser, attention, hein, Mm. il peut y avoir dans les deux cas les mêmes problèmes, voilà. Mais souvent, les montres récentes, si je prends l'exemple du montre classique avec un 28-24 tout bête Ok. ou un CT SW200, on démonte, il y a des pièces qui sont endommagées, type les inverseurs, les roues d'inversion, 28-24, 28-92, souvent, il y a des problèmes dessus, il y a de l'usure au niveau des pivots, il suffit qu'il y ait un petit peu d'oxydation, que ça ait tourné à sec et de la tribocorrosion, ou plein de choses comme ça. On va prendre la pièce commandée, remplacer. Sur des montres vraiment vintage et qui en valent le coup, typiquement j'ai fait il n'y a pas longtemps une Universal Genève, la roue d'échappement était cassée, bon il faut trouver une solution. Donc soit on va réussir à trouver la roue, la remplacer, soit il va falloir commencer à refaire des pivots, à refaire tout simplement refaire les pivots, vraiment replanter un pivot, ou alors juste rebrunir, ou retravailler des pivots, retravailler des profils dedans, revoir des partagements. La plupart du temps, sur les montres récentes, on va pas être embêté avec des choses qui ont trop bougé, etc. Il y aura des pièces cassées, à la limite, de l'usure, mais on va remplacer. Montre vintage, on va plus rentrer dans le côté restauration. Vraiment restauration. D'accord, ok. Donc ça peut être ça la différence principale. Maintenant, je dis pas si il y a une montre récente qui est passée dans les mains de, par exemple, quelqu'un qui a fait n'importe quoi, qui a bousillé des ponts, qui a bousillé des vis, qui a abîmé des palettes sur l'encre, des choses comme ça, bah, on va faire à peu près les mêmes choses. Du coup, on va retravailler tout ça, on va re-rentrer dans quelque chose de restauration. Donc vraiment, ça peut être la différence principale. Et aussi, au niveau, bah, comme on en parle juste avant, de la pression. Montre récente, Il y a de la pièce. faut éviter, mais si je fais un 28-24, je sais que, bon, aujourd'hui, on verra dans quelques années, mais pour l'instant, j'appelle le fournisseur, je la retrouve la pièce. Ça va, je vais pas avoir une catastrophe, même si c'est embêtant. Je répète, on évite de perdre les pièces, s'il vous plaît, mais par contre, une montre vintage, j'ai pas fait attention, j'ai pas les yeux en face des trous, je fais sauter la roue d'échappement sur une Universal Genève, je vais faire la gueule. Ouais, bien sûr. C'est pas le même problème. C'est sûr, ok. Voilà. Mais il y a aussi le rapport client. C'est vrai que ça, là, on parle juste de la montre une fois qu'on l'a là. Mais en vrai, le rapport client, je dis pas que c'est pas le cas sur les montres récentes, mais sur les montres vintage, il y a souvent, en plus, une dimension sentimentale. C'est la montre de mon Bien sûr. père, c'est la montre de mon grand-père, c'est la montre qui a fait la guerre. C'est, j'en sais rien, par exemple, il y a quelques années, bah, on l'avait vu ensemble, j'avais fait une Oricost, un gousset Ok. Oricost, qui avait vu la guerre, qui avait vu des champs de bataille, enfin,
Je sais plus trop l'histoire, ça fait trop longtemps, il faudrait que je la retrouve, mais voilà, ça peut Ok. être cette dimension-là, et puis les gens ils vont y mettre beaucoup plus d'importance. Bien sûr, parce qu'il y a toute l'histoire avec. Bah, c'est ça, c'est une montre récente, je prends une est toute bête, une Breitling moderne, ou alors une Oris comme j'ai fait il y a pas longtemps avec un Tudunk classique. Bon, c'est sympa, c'est un bijou, c'est décoratif, mais c'est sa montre, c'est plus Bien fonctionnel. Une montre vintage, on la porte, on en prend soin, on ceci, on cela, on l'utilise différemment déjà, parce que les gens, moi je leur fais tout un topo. Quand ils récupèrent une montre vintage après la restauration et qu'il n'y a pas d'anti-choc, bah, je leur dis de faire plus attention que s'il y avait des anti-chocs. C'est Le qu'à plus éviter fragile. de la brutaliser, mais Mm. c'est le plus fragile, donc on va pas l'utiliser de la même manière. Donc voilà, il y a plein de... On Ok. pourrait en parler longtemps, mais il y a plein de Ouais, choses ok. différentes sur les deux. Donc ça tombe bien de parler de montre vintage, je vois que tu as une jolie montre sur le poignet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ce que tu as fait dessus? Bah là, on a une petite Omega Seamaster Chrono. Donc je sais pas quelle caméra c'est intéressant de voir, mais Non, on mais va faire celle-ci. T'inquiète, je ferai des plans Bon, on après. fera des plans après. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu sur celle-ci, c'est sa patine. Alors, je l'ai récupérée il n'y a pas trop longtemps en vrai, donc je suis encore en hésitation parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'impacts. On les verra D'accord, ok. à la caméra tout à l'heure, mais il y a des impacts un petit peu de partout. Pour l'instant, ce que j'y ai fait, c'est pas grand chose. J'ai fait un petit appoint d'huile parce que honnêtement, j'ai pas eu le temps d'y faire la D'accord, révision ok. complète. Il faudra que je prenne le temps. Et puis là, en ce moment, je suis un petit peu débordé. Donc là, on voit qu'il n'y a pas le remonteur d'origine. D'accord, Donc ok. première mission, ça va être de trouver le remonteur d'origine et puis de le remplacer. Ça, j'ai déjà un filon pour l'avoir. Et puis ce qui m'a plu, c'est la patine. C'est vrai que- Le cadran, celui-là, je le trouve vraiment canon. Donc ouais, là, il est cool. Mais j'hésite encore. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je sais pas trop si je lui fais une cosmétique à neuf extérieur ou si je la laisse avec ses impacts et son vécu. Mm. C'est un peu la même bataille que j'explique aux clients et qui est compliquée Ça à dépend décider. du coup, ouais. Mais mécaniquement, elle est saine. Le cadran, c'est sûr que je le toucherai pas. D'accord, ouais, Le c'est bracelet, je le laisserai celui-ci parce que je l'aime bien. Et je le laisserai en cuir, ouais. Et puis l'extérieur, voilà, je sais pas trop quoi faire encore. Tu me donneras ton avis toi aussi, Ok, ouais. mais c'est vrai que c'est compliqué à décider parce que je la trouve belle quand même comme ça avec ses impacts et puis ses rayures et puis l'horloger qui a dû Mm. passer avant qui a pas fait ce qu'il fallait parce que théoriquement ça c'est pas les finitions d'origine sur ce modèle. Ok. Faudrait que je retrouve les pubs de l'époque, mais je crois pas que ce soit les finitions d'origine. En tout cas pour le fond de boîte c'est sûr, pour la carrure on verra. Mais voilà. Et puis retrouver un verre d'origine. Ça c'est cool. Je sais pas si vous le saviez, mais sur les Omega, souvent sur le verre d'origine, il faut regarder au centre. Quand le verre est d'origine, on regarde avec les reflets, il y a un petit sigle Omega qui est gravé. D'accord, ok. Et quand c'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas d'origine. Ok. Donc voilà, déjà la remettre full d'origine et après on verra. Je prendrai ma décision après, j'ai le temps. Mais pour l'instant, mécaniquement, elle est saine, elle fonctionne bien, donc c'est cool. Parfait. Ok, donc je vois que tu t'amuses bien en niveau des restaurations de montres. Ouais, Est-ce que c'est tu en as cool. une là tout de suite en cours que tu fais en ce moment ou... Alors, que je fais en ce moment, non, parce que honnêtement, on est en fin de semaine et du coup, là, tous les contrôles au cyclotest sont finis, tout est fini, etc. En plus, on est samedi, donc tout a été rendu en boutique pour être restitué au client ou restitué en atelier. Donc là, j'ai plus rien qui est en cours, ni démonté et tout. Je suis content, je suis à jour, c'est cool. Bien sûr. Mais par contre, j'en ai une que je vais devoir faire là. Attends, je vais l'ouvrir sur quelque chose quand même, éviter la prise de risque. Bon, pareil, tu fais des plans un peu plus près. Ouais, on fera des plans juste après. Donc ça, c'est une petite Tudor qui est sympa. Alors j'en ai plein d'autres. Je pourrais essayer de voir si j'en ai pas une autre cool aussi à vous montrer. Donc là, on a une petite Tudor avec une patine de cadran, pareil, Magnifique. vraiment canon celle-ci pour le coup. La patine de cadran, j'adore. Et la kata à l'arrière. Et un gros Donc pop, là, ouais. on a ce qu'on peut, on en parlait tout à l'heure, ce qu'on peut avoir en horlogerie aussi. C'est le problème des charlatans. Je vais pas utiliser d'autres mots parce que voilà, hein. Mais on a quelqu'un, on vous fera des plans après. Donc il y a théoriquement sur les fonds de boîte Rolex une empreinte. Ouais. Donc cette empreinte, normalement, il faut hop, on l'attrape, des choses qui nous permettent d'ouvrir les fonds de boîte avec la même empreinte qui permet de bien scaler, de faire ça correctement, avec une potence à ouvrir avec un volant dynamométrique ou pas, suivant les années, etc. Et là, on a quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, j'ai pas les pièces, j'ai pas l'outil, on va pas s'emmerder, désolé pour le mot, et on va faire à la Dremel ou à ce qu'on veut, 2 encoches immondes sur le fond de boîte pour l'ouvrir avec la clé Tuva classique, vraiment toute bête. Donc voilà, on a quelqu'un qui est sur une Tudor qui est magnifique, qui pourrait être en état vraiment sympa, qui nous a fusillé le fond de boîte pour rester poli, et qui en plus on le voit essayer avant avec quelque chose qui n'est pas adapté, donc va flinguer tout ça. Donc on a pas mal de travail sur cette montre là.
Donc, le client a souhaité une restauration complète du mécanisme, ça on va la faire parce qu'il y a beaucoup d'oxydation et plus d'autres problèmes parce que, évidemment, la personne qui a ouvert ça n'a pas pris le soin de mettre un joint comme il faut J'imagine. et de faire le nécessaire, donc il y a de l'oxydation. Ce qui a eu pour cause de donner cette patine de cadran, qui encore une fois, je le répète vraiment, je l'adore cette montre, elle est trop belle. Donc, révision du mouvement, restauration complète du mécanisme, remplacement des pièces que j'aurais pas le choix de remplacer, toujours d'origine évidemment, interdiction de faire de l'adaptable, sauf si le client le demande, mais bon, généralement c'est pas le cas. Et on va s'amuser sur le fond de boîte, donc on va faire une restauration, donc je vais détordre, un peu comme en carrosserie de voiture. On va détordre ici, délicatement, il va y avoir pas mal de jobs. Ensuite, au laser, on va rapporter de la matière, donc la recharge laser au niveau de là où je vais détordre, parce que je vais forcément faire des impacts Ah oui, ok. avec mes outils, donc on va combler tout ça. Et puis là, il va falloir apporter pas mal de matière pour combler ces trous, combler au niveau des cannelures où c'est abîmé, et puis on va refaire. Gentiment, Ok. il y a des petites techniques avec des machines qu'on a achetées qui sont faites pour. Donc soit je vais me fabriquer un outil pour avoir D'accord, vraiment ok. les cannelures, etc. et refaire comme il faut. Et puis si les machines plus modernes passent, ben, je le ferai. Mais Ok. sinon, en général aussi, c'est ça l'horlogerie. On détourne du matériel pour faire certaines choses. On prend du matériel récent pour l'adapter pour de l'ancien. On refait parfois des outils en entier, comme ils étaient faits à l'époque. Ok. Donc voilà, et puis pareil, au niveau des cornes. Alors ça, le client n'est pas encore décidé, mais on voit que les cornes ont été, peut-être par le même Gus, ont été polies à outrance. Ah oui, ok. Donc ça veut dire que là, les arêtes, on le sent. Si Elles tu veux sont- passer ton doigt, Ouais. on sent que Elles sont les complètement arêtes cassées. sont complètement cassées. Donc ça, c'est dommage. Et puis, quand on le regarde, il manque. Hein. Là, au bout, l'angle, il tombe complètement. Enfin bref, il y a tout un travail à refaire. Donc soit il la gardera comme ça, de ce côté-là, et on refait le fond de boîte. Soit il me demandera de refaire de la recharge laser ici, sur les cornes et puis sur la carrure pour la refaire comme il faut. Mais ça, on verra déjà quand le fond de boîte sera refait. Il a un peu de temps avant. Parce que là, celle-ci, je crois qu'elle est pour dans quelques semaines, donc il a le temps de se décider tranquillement. Et ça, c'est Ok. cool. Ça, c'est vraiment le genre de restauration en vintage Qui sur plaît lesquels je bien. me régale. Mm. Et puis après, en moderne, là, je les ai déjà rendus, mais on avait deux Rolex GMT Master 2, une oreille acier et une lunette, je crois que c'était la lunette bleue et rouge, plus trop le souvenir, où on a révisé les deux de suite pour le même client. Pas les mêmes problèmes, mais pareil, c'était un peu plus moderne. Sur la bleue et rouge, on avait un souci d'une montre qui avait été révisée dans plusieurs pays du monde Ah entier. oui, d'accord. Donc c'était une vraie cata, le réo était tordu, le verre était pas d'origine, l'étanchéité horrible. Elle avait été ouverte dans un étau, les cornes tordues, enfin bref. Il y a eu plein de travail à revoir. À l'intérieur, j'ai refait tout, j'ai refait le partagement, j'ai refait les palettes de l'encre, la pénétration des palettes de l'encre, j'ai dû revoir le spiral. Bon bref, cette montre c'était une cata, on a dû refaire. Et puis il nous a amené à côté un savon or et acier. J'étais content, celle-ci il l'avait jamais apporté nulle part, elle était en bon état, on a pu faire les choses dans les règles de l'art comme il faut. Et puis elles sont reparties il y a quelques jours, on a fait une cosmétique complète extérieure aussi, donc c'était sympa. Parfait. Mais de toute façon, pour les, de temps en temps, je pense que sur Instagram, on partagera des restaurations qu'on fait de temps en temps. Oui, bien sûr. Sur ton Insta, je crois qu'on en avait mis aussi, sur la mienne par exemple, la Zénith orange, tu te rappelles? On l'avait mis, ça oui, j'avais refait un... Alors j'avais pas refait à neuf, mais sur les miennes, en vrai, je le ferai jamais trop à neuf parce que d'un, j'ai pas le temps. Et de deux, bon, j'aime pas trop quand c'est trop neuf non plus. J'ai refait un soleillage, ou celle qu'on a vue cette semaine ensemble. Ah, on a oui, refait ok. juste le petit soleillage, etc. Ok. Donc ça, j'imagine que tu partages un peu des stories sur ton compte Ouais, Instagram. voilà, je partage sur mon compte Instagram, je t'identifie, comme ça tu peux partager aussi, montrer, donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Je pense qu'il mettra en Ouais, bien description ou en bas Ouais. ce qu'il faut quoi. Et du coup alors, parce qu'on a parlé de la mienne, mais toi qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'il y a pas longtemps, tu as eu une petite opportunité sympa sur une montre un peu cool. Un petit coup de cœur, ouais. Donc ça, c'est donc une Tag Heuer de la collection SEL. Donc pourquoi SEL? Parce qu'en fait, on voit donc, je vais pareil, je vous montrerai, mais avec les maillons qui sont assez ronds, assez confortables et qui sont en fait en deux parties. C'est assez chiant par contre pour faire la mise à taille parce qu'il faut partir du bas et remonter petit à petit pour Mais non, ça pour me fait enlever d'optique. les maillons. Et pour l'histoire de cette montre-là, donc c'est une montre qui est sortie en même temps donc que la fameuse montre d'Ayrton Senna. Ah oui, tu m'avais montré. Donc une montre qui est très précise. Bon, celle d'Ayrton Senna a donc les petits cadrans analogiques sur les côtés. Mais c'était une montre qui portait beaucoup. Et donc au niveau des couleurs, on est assez similaires. Simplement, lui, il avait le bracelet cuir. Là, c'est le bracelet full acier. Et c'est une très très belle montre. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de pièces, mais
en espérant qu'elle s'arrête pas tout de suite. En tout cas, Bon, bah, ça devrait aller, sinon on s'arrangera, on trouvera une solution. c'est une jolie montre qui est pleine d'histoire. Mais celle d'Ayrton Senna, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Elle, les premiers maillons, ils sont quand même comme ça. Ouais, c'est Et ça. c'est après que le cuir démarre. C'est ça, en tout cas, D'accord, ils ok. ont dû faire en fait un bracelet qui s'adapte Ouais. à la boîte parce que c'est une forme particulière. Mais donc là, c'est le bracelet tout acier du coup. pour Ok, le ok. coup. Donc, très Eh ben sympa. sympa, mignonne comme tout cette petite montre. Très sympa. Non, franchement, j'aime bien les montres comme ça. Original. Ouais, original. Et puis. Donc ouais, une petite question pour ceux qui commencent à s'intéresser un peu à l'horlogerie. Est-ce que tu peux nous expliquer grossièrement comment fonctionne une montre mécanique dans Ouais. les grosses lignes? Alors, la base des mouvements mécaniques, on pourra partir peut-être tout à l'heure sur un plan un peu plus proche d'un 64-97 par exemple. Ça pourrait être pratique pour regarder et c'est assez gros. Tout bêtement, on a une énergie qui est délivrée par le ressort. Donc il faut forcément, comme tout, même les voitures et tout, une source d'énergie. Donc on a une source d'énergie qui est délivrée par le ressort, D'accord. une transmission, une régulation. Donc après, ben, tu as l'encre avec la roue d'échappement et le balancier qui vont se charger de libérer l'énergie petit à petit. Et puis après, il faut aller de l'autre côté, côté cadran, pour avoir un affichage. D'accord. Donc ben, typiquement dans cette situation-là, ça passe par la roue de centre. Donc du coup, il y a une transmission qui vient se passer de l'autre côté en fait avec un, si je peux vulgariser, un pivot. Un axe un peu plus long sur l'une des roues, en fait, tout simplement. C'est pas les vrais termes, hein, mais c'est pour vulgariser. Un axe un peu plus long de l'une des roues qui se prolonge et qui passe de l'autre côté de la platine pour aller du côté cadran. Et puis après, ben, il faut que ce soit lié pour avoir une transmission d'énergie de ce côté-là aussi. D'accord. Et en fait, le comptage va faire avancer ces roues gentiment avec la démultiplication, etc., jusqu'à l'affichage des aiguilles. Ok. Voilà. Et puis après, on a, pareil de ce côté cadran, toute une partie qui va permettre de faire le remontage, la mise à l'heure, la mise en tête quand il y en a une, etc. etc. C'est pas les vrais termes, hein. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo un peu plus poussée où on explique avec les vrais termes, les vrais fonctionnements, les différents types de transmission, d'échappement, etc. Enfin, il y a plein de choses à savoir, mais là j'ai essayé de vulgariser avec des termes plus courants. Voilà, donc s'il vous plaît, n'allumez pas dans les commentaires. Je sais que je dis des bêtises, mais c'est pour vulgariser. Est-ce que tu as déjà rencontré des défis particuliers en horlogerie, des montres complètement explosées, abîmées, que tu as pu restaurer? Ouais, il y a eu des katas, hein. Il y a eu des katas, alors que ce soit par des horlogers, pas des horlogers, je retire ce que j'ai dit, des charlatans, des peintres, comme on dit, ça c'est ce que je disais quand j'étais en études avec les copains. Pas de méchanceté envers les peintres, évidemment, on respecte beaucoup ce métier. Mon arrière-grand-père l'était aussi, tu vois, mais non, là, il y avait des sagouins, voilà, il y avait des sagouins qui ont fait n'importe quoi. Donc des fois, on retrouve des katas, j'en sais rien, j'ai vu des folies, où on voit par exemple des horlogers qui font un devis, le client refuse, et puis s'amuse à tordre des roues, qui a fait des pivots et tout, comme ça, tiens, comme ça coûtera cher dans tous les cas. Super. On a tout simplement des gens qui ont pas fait contrôler leur... Tout bête, tu fais pas contrôler ton étanchéité, ça fait 2-3 ans que tu l'as pas fait, les gens ont une durée de vie comme tout, et puis tu vas à la mer, condensation, ou alors prise d'eau carrément, et puis voilà, après tu reviens, il y a pas longtemps j'ai rendu une Rolex complètement rouillée en fait, tout simplement, le mouvement, les pivots des roues étaient complètement tous rouillés, les vis indémontables, il y avait une cata complète. Le client va voir ce qu'il fait, hein, il réfléchit tranquillement, parce que là il y avait tellement de pièces à remplacer que dans certains cas on peut sauver. Il y a plein de choses qu'on arrive à sauver, qu'on arrive à récupérer, mais il y a des cas où quand vraiment c'est trop, et quand typiquement il y a de l'eau de mer qui a stagné depuis un moment, en plus il avait attendu un peu avant de nous l'emmener, donc ça avait eu le temps de sécher, se rehumidifier, sécher, cataclysmique. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Après, comme je dis toujours, tout est sauvable. Tout est sauvable. La seule limite, malheureusement, c'est la limite du portefeuille du client. Voilà, tu sais, je le dis, c'est comme ça. Imagine, on nous ramène une montre où les pièces sont hors de prix. Je vais prendre certaines Universal Genève parce que ça commence à être rare et qu'en plus j'en ai fait il n'y a pas longtemps où les prix étaient assez incroyables. J'ai trouvé des roues d'échappement entre 500 et 600 euros pour une roue d'échappement. Ah oui, c'est monstrueux. C'est monstrueux, voilà, par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement, mais bon, ça peut se comprendre. C'est l'offre et la demande, c'est la bataille, c'est comme ça. Si on part sur une montre comme ça, qui a un chrono qui est complètement rouillé, où il faut remplacer plein de roues, parce qu'elles sont abîmées, et puis qu'il faut faire beaucoup de travail de restauration sur d'autres, tu as toute la prise de risque sur la restauration, tout le travail qu'il va vraiment falloir à faire, etc. On est sur une réparation qui est hors de prix, qui est très très chère. Si la montre le vaut, pourquoi pas, et il faut que le client veuille les mettre les sous aussi. Si on veut refaire un mouvement entièrement à la main, il est complètement abîmé,
et il faut refaire, je sais pas, 4 roues à la main de A à Z, et tout est possible, vraiment. Pour les gens qui ont les compétences, et il faut le client qui est prêt à prendre le temps de le faire, laisser le temps, parce que beaucoup de gens sont pressés dans notre société aujourd'hui, on est habitué Ouais, à bien tout avoir comme ça, donc faut prendre le temps. C'est un métier de patience, c'est pas pour rien que c'est une des vertus du métier, d'avoir de la patience, et les finances qui vont derrière. Ok. Toujours le nerf de la guerre pour tout, malheureusement, c'est un peu le jeu. Ok. Il nous reste du coup plus que 2 questions. L'avant-dernière du coup, c'est est-ce que l'horlogerie c'est un métier qui est fait pour tout le monde? Alors, oui et non. Il faut savoir que dans l'horlogerie, il y a plein de secteurs différents. Ne serait-ce que si on prend pour le côté manuel, il y a les horlogers habilleurs. On peut se spécialiser dans la fabrication et l'usinage de pièces en horlogerie particulièrement. On peut aller carrément juste être micro-mécanicien, ce genre de choses. Cadranteur, on peut être fabricant d'aiguilles. Il y a des entreprises qui fabriquent que des aiguilles, c'est leur métier. On peut être juste passionné de montre, faire de l'achat-revente et avoir son horloger, toucher un petit peu pour faire le minimum, puis avoir son horloger qui fait des choses un peu plus importantes. Il y a tellement de secteurs que l'horlogerie, généralement, oui, tout le monde peut y aller dedans. Il suffit d'avoir les convictions, il suffit de s'y mettre pleinement dedans, comme dans tout dans la vie. Tu t'y mets à 100%, ça va faire. Bien sûr. Voilà. Maintenant, il y a des métiers qui sont plus faits à certains que d'autres. Je vais être horloger habilleur. Si malheureusement je suis comme ça, j'ai les mains qui tremblent énormément, c'est faisable, mais ça va être compliqué. Je vois des horlogers qui ont les mains qui tremblent. Ils y arrivent quand même. Il y a des techniques pour se débrouiller, je sais pas, par exemple, tu prends ta Bruxelles, et ben tu peux te faire des appuis, tu vois, si tu tiens sur l'établi comme ça. Si vraiment tu as la main qui tremble avec ton tournevis, tac, t'échanges, et tu te fais de ta Bruxelles un guide pour serrer. Oui, il y a des astuces. Il y a plein d'astuces qu'on peut mettre en place, il y a toujours des choses, j'ai même vu, dis-toi, sur Instagram, une fois, j'ai vu passer une vidéo d'un horloger qui avait plus de bras. Il travaille avec ses pieds. Donc à un moment donné, si lui, il y arrive, il n'y a pas d'excuse. si toi, tu as tes 2 bras, tu n'as pas le droit de te plaindre. Donc à un moment donné, voilà. Maintenant, tout est une question d'investissement. Effectivement, c'est vrai, c'est un métier manuel. Il y en a qui partent, on n'est pas tous nés sous la même étoile, il y en a qui partent avec un avantage. Certains ont plus de talent que d'autres. D'autres ont plus un esprit mécanique que d'autres. D'autres ont plus la faculté de se miniaturiser intellectuellement pour aller dans la montre et visualiser les rouages, les machins, etc. Putain, j'ai dit machin, c'est mon mode d'apprentissage l'entendait, il m'engueulerait. Mais voilà, donc, mais dans tous les cas, tout le monde peut y arriver. Il suffit de travailler suffisamment, d'avoir assez de volonté et d'avoir savoir se rapprocher aussi des bonnes personnes. Parce que finalement, c'est aussi ça qui est fait, il faut se rapprocher des aînés. Alors quand je dis aînés, c'est pas forcément des personnes âgées en termes d'âge. Je parle des aînés en expérience, en habitude. Donc voilà. Par exemple, moi, il y a quelqu'un avec qui je parle régulièrement qui s'appelle Alexandre Léger, qui est un expert, qui pour moi est très très bon dans ce qu'il fait, etc. On n'est pas très éloigné en termes d'âge, mais par contre, c'est un monsieur qui a énormément d'expérience et d'habitude il fait de la bijouterie, de l'expertise, etc. Il connaît énormément de choses au niveau des montres, des modèles. Il a plusieurs records de vente à son actif, si je dis pas de bêtises. Alors, il faudra me corriger si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et quand je suis auprès de lui, je sais que je peux lui demander des conseils sans m'inquiéter. Je sais qu'il n'y a pas à me raconter de bêtises. Il est toujours très honnête, il dit toujours ce qu'il se pense. Donc voilà. Mais après, voilà, j'ai aussi des gens vers qui je me tourne parce que j'ai quand même que 25 ans, même si ça fait pas mal d'années du coup par rapport à quelqu'un de mon âge que je fais de l'horlogerie, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et de toute façon c'est un métier où on apprendra toute la vie. Je me rapproche aussi de personnes plus âgées en âge qui ont d'autres expériences, d'autres habitudes, d'autres parcours et on apprend comme ça, il faut se nourrir. En fait, c'est ça. Oui. Quand on veut se lancer dans l'horlogerie, c'est un métier qui est tellement vaste, honnêtement, qu'il faudrait plusieurs vies pour être expert dans tout. Donc il faut vouloir manger de la connaissance autant qu'on peut, que ce soit de la connaissance manuelle, de la connaissance théorique, de la connaissance historique, tout. Dès qu'on peut avoir quelque chose, faut l'imprimer. Et pratiquer. Par exemple, quand on commence l'horlogerie, je sais pas si je te l'ai fait faire encore, mais il y a travailler sur du spiral. On prend des vieux spiraux et puis on s'amuse à refaire des LED, des choses comme ça travaille la manualité. Il y a plein de choses à travailler pour apprendre, mais
pratique, investissement personnel, volonté. C'est vraiment les choses qu'il faut aller chercher. Et passion. Ça me paraissait logique, mais évidemment passion, parce que c'est un métier qui est tellement vaste qu'on peut pas le faire en disant bah tiens, je vais faire un horloger pour manger un peu comme ça. Voilà, Il y a un moment donné où ça va céder. Pour aller en Suisse, faire un peu d'argent. Non, alors ça par contre, il y en a qui le font. Je sais pas, moi, je crache pas sur aucun métier, mais je dis quoi, je suis boulanger, j'en ai ras-le-bol de faire mon métier, j'ai envie d'aller faire un petit peu d'argent et de passer à autre chose après. Je vais en Suisse. Je me trouve, je crois qu'ils font de l'intérim, si je dis pas de bêtises. Je vais en Suisse, je me trouve dans une manufacture, je fais du montage, je monte les mêmes pièces toute la journée, où j'essaie plusieurs postes, frontaliers, je gagne de l'argent et puis après je passe à autre chose. Ça, Donc, pourquoi pas. Mais il y a forcément un moment donné où, si je veux aller plus loin dans les choses, etc., je vais avoir besoin de cette passion. Et ça, c'est normal. Il faut une motivation pour s'investir autant dans un métier. Quel qu'il soit, en vrai. Quel qu'il soit. On ne peut pas faire un métier et s'investir à 10-12 heures par jour, tous les jours de la semaine, presque tous les jours de la semaine, sans être passionné ou avoir une motivation. D'autres vont avoir la motivation de l'argent, pourquoi pas, mais il y a une motivation. C'est une motivation. C'est une motivation comme une autre, mais c'est une motivation. Moi, c'est pas la mienne. J'avoue que c'est pas la... Effectivement, il faut de l'argent pour manger, pour vivre, mais principalement, ça viendra. Tout horloger ou dans tous les métiers, dans tout dans la vie, au moment où tu fais ta chose avec passion, que tu fais ton petit bout de chemin, si tu es bon et que tu es compétent et que tu vas chercher les choses découleront d'elles-mêmes, obligatoirement. D'accord. Okay. Enfin, j'espère pour tous. Ça serait bien. Donc, ce que tu nous as raconté là, c'était vraiment intéressant. On voit quand même que tu es passionné, que tu aimes ton métier. Pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a possibilité de te contacter peut-être pour que tu puisses aider un petit peu ou pour avoir quelques petits conseils? Ouais, bah c'est avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter directement. Alors, il y a mon Instagram que tu pourras mettre si tu veux, v.beignet watchmaker. Okay. Il y a l'Instagram de l'entreprise. Je crois que je l'ai moins en tête, c'est Beignet mon horloger, atelier ou un truc comme ça, mais de toute façon on le mettra. Celui-ci, je l'ai un petit peu moins en tête, et puis évidemment le tien pour toujours avoir des conseils. Je sais que tu gères pas mal en tant que connaissance historique sur les marques, sur les choses comme ça, les codes des valeurs et les montres, t'en vois beaucoup. T'as quand même pas mal l'habitude. Ça peut être intéressant. Et puis après ça, on peut toujours passer nous voir pour avoir des conseils, pour faire réviser vos montres, etc. C'est toujours avec plaisir. Vous passez et puis on s'explique, on voit ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, et par téléphone évidemment. Aussi. Alors par téléphone, pas pour me poser des questions sur l'horlogerie, par téléphone pour prendre des renseignements sur l'entreprise parce que c'est un téléphone pro évidemment. Mais voilà, après gentiment. De toute façon on est sur les réseaux, si jamais il y a des questions, voilà. Tu me dis, on s'envoie, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir, c'est toujours dans le partage. C'est ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a dans la génération actuelle aussi. Les jeunes horlogers, je trouve, il y a pas mal d'anciens qui sont dans le partage. Mais à l'époque, les jeunes sont de plus en plus. Ouais. Bah, à l'époque, il y avait plus, je l'ai eu plus souvent vu en tout cas, des horlogers plus âgés qui sont là, hein, c'est mes connaissances, c'est mon truc, je ne veux pas partager, c'est mes pièces, c'est mon truc. Voilà, ça c'était beaucoup plus à l'époque. Aujourd'hui, je pars du principe que ça peut plus fonctionner comme ça. On est dans une époque où il n'y a plus assez de pièces, il n'y a plus assez de choses, etc., qu'il faut se partager. Nous, on le fait, on a créé des groupes horlogers, on se vend des pièces, on s'achète des pièces entre copains, entre horlogers, même sans se connaître des fois. Je vends des pièces et j'en achète aux États-Unis. On se connaît pas, on s'est jamais parlé en français, on sait pas de quoi on ressemble, mais on est potes de distance. Oui, bien sûr. Et on est sympa, on s'entraide, on s'échange des connaissances parce que il aura une expérience différente que j'ai eue sur telle ou telle montre et puis il pourra me la transmettre. Enfin voilà. C'est ça qui est beau. C'est ça, c'est ça. Bon bah merci beaucoup, merci d'avoir regardé la vidéo, on fera sûrement d'autres vidéos plus tard, mais en tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de celle-ci et puis on se retrouve très bientôt. Avec plaisir, dites-nous si vous avez d'autres questions dans les commentaires ou des sujets de vidéo qui vous intéresseraient qu'on précise, d'aller plus loin sur certaines choses. Donc voilà. Parfait, allez. À bientôt, merci d'avoir regardé.